On a tendance à penser que la tech, c'est une succession de révolutions, des produits qui changent tout, des visions qui redéfinissent le monde, mais derrière chaque succès, il y a 10 échecs, même peut-être plus, dont plus personne ne parle, des projets qui ont coûté des millions, parfois même des milliards, des entreprises qui y ont cru avant de tout abandonner. Et pourtant, sans ces échecs, la tech qu'on connaît aujourd'hui n'existerait probablement pas. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les plus gros flops de l'histoire de la technologie, pas pour se moquer, mais pour comprendre pourquoi ça a échoué, et surtout, qu'est-ce que ça raconte de l'innovation ? Comment ça va mes petits osios ? Oh, très bien. Écoute, on est bien, on va parler de flop, j'aime bien. Moi, j'aime bien parler des échecs. Je crois que c'est Niki Loda qui a dit « Je remercie mes victoires, mais je remercie surtout mes échecs. » Parce que j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes victoires. Et c'est une très très belle citation. Niki Loda. Le regretter. RIP. Mais c'est vrai que les échecs, quand on prend un petit peu du recul, il y en a dans tous les domaines, et même les plus grosses boîtes d'aujourd'hui en font. Pas plus tard qu'il y a un an, Apple a floppé avec l'Apple Car. On peut parler même d'Apple Intelligence d'une certaine manière, mais il y a des projets comme ça dans des boîtes qu'on connaît, qu'on utilise peut-être même encore aujourd'hui, qui ont complètement floppé sur des instants. Et il y en a d'autres qui sont complètement pété la gueule. C'est clair. Après, tu as toujours le proverbe qui dit c'est d'avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Donc, t'en as, et je pense qu'on va en discuter puisqu'on a tous les deux le même exemple en tête, je pense, avec quelque chose de assez récent et qui commence à arriver tout doucement, sur le fait que, certes, à l'époque, c'était déjà très ambitieux de le faire et on se rend compte que c'était très bien, c'était juste trop tôt, c'était juste trop novateur et ça trouvera son sens peut-être un peu plus tard, mais dans des peut-être manières de l'implémenter ou de le consommer un poil différentes. Parfois, il y a une question de timing, d'usage même avant la technologie, d'écosystème, de qualité, enfin bref, il y a pas mal de segments qui rentrent en jeu. Je vous propose de commencer par une petite histoire autour de la risée de la Silicon Valley. C'est le nom de la start-up originale qui vient de chez San Francisco, qui a été moquée à maintes reprises par son produit qu'ils ont sorti. Oh, je le vois arriver. En fait, tout le monde connaît la machine à café, la Nespresso. Vous en avez peut-être tous une à la maison, une machine à thé éventuellement. Eh bien, en 2013, une start-up est lancée sous le nom Juicero. Et en fait, elle espérait révolutionner un peu le marché des compresseurs. Pour moi, il voulait révolutionner la manière dont tu consommais les jus, en fait. Parce que c'était pas, Des jus healthy. Des jus healthy, ouais, c'était vraiment, ça avait le truc très premium, très je prends soin de moi, ça arrivait vraiment dans la mouvance de consommer mieux, consommer pour vraiment mieux pour ton corps, tu vois. Et plus le produit s'est dévoilé, plus je me suis dit, mais comment ils se sont dit que ça allait passer ? C'était une folie, ce truc-là. Globalement, ils espéraient révolutionner du coup le marché avec le super allié Healthy où justement tu pouvais faire des jus, une machine à jus finalement, mais aussi à légumes. On sait, les super milkshakes des mecs hyper healthy que vous connaissez, mélange fruits et légumes, bref. L'idée c'est que ce soit ultra rapide, facile à faire évidemment, et au moyen de sachets tous remplis de fruits et de légumes déjà épluchés et découpés, à insérer dans un pressoir connecté à $400. Et c'était là la dinguerie. C'est-à-dire que tu commences à voir le... Mais là, je comprends pas comment... Attends, pardon, 2 secondes. Parce qu'on commence très très fort là. Je comprends pas comment ils se sont dit de base, ah ouais, mais les gens, ils vont trouver ça incroyable. C'est-à-dire que, pour bien que vous compreniez, c'est pas genre un extracteur... Capsule. Non, ou même juste un extracteur de jus, un truc, une centrifugeuse ou un truc comme ça. Centrifugeuse, c'était ça que je voulais dire. C'est littéralement un sachet que tu achetais, que tu mettais dans un appareil à jus qui n'est pas un appareil à jus, qui est juste quelque chose qui applique de la force sur un sachet où tu as déjà du liquide et qui te le met dans un verre. Et écoute, rien d'autre. Il y a 120 millions de dollars d'investissement. Mais pour faire quoi ? Des grands espoirs placés dans la start-up qui tardent pas à déchanter parce qu'il y a 2 journalistes de Bloomberg qui sont partis du même point que toi en disant mais pourquoi ? Et surtout, ils ont pris le sachet, ils l'ont pressé à la main et ça donnait le jus. Mais ils l'ont juste mis dans un verre. mais qui va mettre 12 millions de dollars d'investissement dans un truc pour appuyer sur un sachet ? Est-ce que c'est moi qui suis complètement bête ? Non, mais je pense que c'est un monde... On va voir dans toutes les histoires qu'on raconte, je pense qu'il y a vraiment un côté hors sol, tu vois. On parle souvent des politiques comme étant des gens déconnectés et je pense que parfois,
dans la Silicon Valley et dans autres, on est un peu dans ce mood-là. Tu sais, je pense. honnêtement, je me posais la question, moi, sur la SodaStream, tu vois. J'aime bien l'idée parce que l'eau gazeuse, j'aimais pas trop ça et en grandissant, je me rends compte que j'aime bien ça et surtout, j'aime pas les eaux gazeuses commerciales parce qu'elles ont toujours un petit goût un peu salé. Oui. C'est un peu bizarre. Je suis Sauf d'accord. la San Non, je suis Pellegrino. comme toi. La San Pellegrino, je Ok. trouve que c'est de la moins salée. Ok. Et en On vrai, fait un quand j'ai- classement là, c'est quand ça j'ai- Non, mais- Non, mais tu vas voir là où je veux en venir. Et la SodaStream, tu te dis, ok, j'achète la machine. Faut que j'achète les cartouches de CO2 parce qu'il faut mettre le gaz dans Oui, les oui. trucs. Et après, tu peux acheter les petits modules qui te permettent les petites capsules de genre Dégueulasse. Pepsi, De goût, quoi. machin. Immonde. Qui achète ça déjà ok. de base, mais bon, allez, pourquoi pas. Il y a peut-être un goût qui est bon. Et là, je me dis, ok, je peux comprendre, tu vois, c'est-à-dire que tu fais ta propre gazeuse, pourquoi pas. Là, c'est quoi le concept de se dire, j'achète parce que tu vas acheter le produit à 400 balles, qui est littéralement un espèce de rouleau qui appuie sur ton sachet, qui le fait descendre son contenu. 400 balles, hein, je rappelle. Et en plus, il faut que tu achètes les recharges. Derrière. Et c'est un système propriétaire, du coup, pour les sachets. Évidemment. Mais si vous voulez, j'ai encore le niveau 0 en dessous. Là, on digresse un peu de l'épisode, mais il faut que je vous raconte quand même. Alors, j'ai plus le nom de la marque tellement, et pourtant j'ai la gourde. Hein. J'ai la gourde et tout, et j'en profite pour saluer mon pote Jason qui me l'a offert. Et en fait, le concept, c'est tu bois de l'eau. Air Up. Il va parler de C'est Air Up. ça. Depuis tout à l'heure, je dis sur le bout de la langue, C'est ça. c'est Air Up. C'est ça. Et tu sens Et en le fait, goût du c'est truc. tu sens le goût du truc, et genre, c'est censé aider les gens comme moi, un peu trop addicts au sucre, à te donner le goût, avoir ouais. le. À tromper tes sens. Ouais, ça trompe rien du tout. Mais tu sais que c'est rigolo, j'en parlais tout à l'heure avec un pote. En fait, je savais pas du tout, mais Air Up et Oli sont en train de se casser la gueule apparemment. Ah ouais. Bah ouais, parce Bah, que en alors- fait, il y a beaucoup d'investissements qui sont mis, mais en vrai, il y a pas tant de gens qui consomment. On les voit beaucoup parce qu'il y a des grandes Oui, campagnes de parce pub que, à la voilà, NordVPN, c'est mais ça. en vrai, il y a Mais- peu de gens qui consomment. Mais autant Oli, je connais pas vraiment. J'ai jamais goûté. C'est des boissons en, en poudre. ouais. Ouais. Mais autant ça, je connais pas. Autant Air Up, je vais pas vous mentir, je comprends que ça se casse la gueule. Hein. Mais Air Up, je pense que, en fait, moi, je sais pas si tu te souviens les Ils premières étaient pubs. sponsors principaux pour le GP Explorer. Mais Air Up, hein. les premières pubs Air Up, parce que tu t'en rappelles, ils disaient en mode ouais, une alternative à la consommation soda, d'eau, machin et c'est tout. ça. Et au départ, je me suis dit, mais attends, je vois qu'il y a quelqu'un qui clipse un truc en dessous, mais c'est de l'eau. Je me suis dit, c'est quoi le concept? Est-ce que c'est juste tu sens? Et en fait, oui, Mais c'était ça. En fait, Sauf qu'au départ, ils le présentaient pas comme ça. Ils disaient pas genre c'est juste tu sens. Donc je pense qu'ils ont dû modifier la campagne marketing en mode mais il y a des gens qui n'ont pas compris que tu mettais rien dans l'eau, que c'était pas genre des additifs ou des Ah trucs oui. comme ça. C'était juste tu mettais une capsule qui sent bon et c'est censé tromper tes sens pour te faire croire que tu bois du soda alors que c'est de l'eau. non, Donc le concept est pas mauvais, mais ça dans marche l'application c'est pas bon. Mais là Premier peut-être degré. fail à en devenir, pourquoi pas. Mais je sais pas quel est le montant des investissements Du là-dessus. coup, j'ai quand même remercié Jason parce que la gourde est sympa, mais ça s'est arrêté. Mais ça c'est s'est arrêté. Je là. t'enfilerai une autre de gourde, hein, Eh t'inquiète. ben, on verra si il aura le même avenir que Juicero, parce que Juicero, l'entreprise, a fermé en 2017. Alors avant, ils ont quand même tenté des petites 2017. choses. Attends, mais ça a commencé quand? 2013. Ah, ça a duré quelques Ah, ils ont années, quand même duré, putain. Non, mais Alors le- justement, je ils trouve- ont fait quelques tentatives pour se défendre, lançant les mérites, vantant les mérites de sa machine, de ses fonctionnalités, de son pressoir, en disant que oui, mais si jamais il y a un problème, ça peut se désactiver. Oui, mais on peut la lancer à distance via son smartphone. Oui, mais on peut un sachet, on peut le garder peut-être un peu plus longtemps, etc., Non. etc. Non, bande de menteurs. Bande de menteurs. Quelques mois plus tard, c'est 25% de l'effectif licencié. Et ils mettent la clé sous la porte. Mais en 25% de septembre l'effectif de quoi 2017, ouais. Ils étaient combien pour développer un truc qui appuie sur un sachet? Non, mais comme quoi. J'ai je pas te les dis, chiffres là-dessus. C'est vraiment. Et vraiment, ça me fait exactement la sensation de quand j'ai goûté Air Up et j'ai dit, mais on va où? Mais C'est quoi le. Air Up, je me dis peut-être scientifiquement encore, Non. tu vois, il y a un truc. Non, il n'y a, Non, il est non. pas scientifique. Là, non, mais là, dis-toi, juste t'achètes le sachet, t'appuies sur le sachet. Mais putain, mais t'as déjà mangé des Mec. pommes-potes? C'est des pommes-potes. Mec, Ils vendaient des pommes-potes. Ils vendaient un distributeur de pommes-potes à 400 briques. Je deviens fou. mais mec, Est-ce que c'est le monde il est à l'envers ou non, est-ce que mais c'est je moi vais qui pas suis te à mentir, l'envers? je veux pas faire le procès d'Europe, on n'était pas là pour ça à la base, mais mets-toi un sapin là dans les voies de la bagnole dans ta gourde, c'est la même chose. C'est pas Mets-toi un C'est arbre vrai, magique c'est vrai. dans ta gourde et ça sera C'est pareil. 100% vrai. En tout cas, je pense que c'est l'un des symboles les plus clairs du solutionnisme technologique. T'inventes un truc pour solutionner un truc. un problème que personne Qui n'a. n'existe Mais pas. oui. Mais oui, globalement, c'est un peu le début de toutes les histoires qu'on va entendre, c'est que souvent, les mecs partent d'une idée alors qu'il n'y a pas le problème en fait. Ça répond à aucune problématique. Tu en as une comme ça? Une idée où il n'y avait pas de problème? J'en ai une. Alors, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un problème pour l'inventer, l'idée. Mais celle que j'ai à vous raconter, on est au niveau de Juicero, voire peut-être au-dessus. Bah, Alors. va falloir être très fort pour les dépasser. Ça va Alors. être fruité. Ah ouais. Alors, bah, en tout J'ai cas, envie de te taper. Je peux me lever? en fait, je vais vous parler d'une console qui s'appelait la Gizmondo.
Jamais entendu parler. Je la connais pas du tout, c'est pas du tout bon signe. Ah, je sais pas. La Gizmodo. Voilà, Oh, le nom de exactement. quoi? Pour moi, c'est le nom d'un site, non? C'est un nom d'un rappeur. Non, il y a Gizmodo à l'époque, mais c'est Gizmodo. Gizmo l'entourage. Ça, avec Nekfeu. ça date de 2005. Ah oui. Attendez, accrochez-vous bien. Déjà, le début est gratiné bien. À la base, Gizmodo, ça naît d'une société qui s'appelle Tiger Telematics, qui était principalement à la base spécialisée. On parle de consoles de jeux, hein. Et cette société, à la base, était spécialisée dans la fabrication de la promotion de systèmes de géolocalisation GPS Ok. et de télécommunications. Qui a rien à voir. D'accord? Ok. Bon, tu trouves que ça n'a rien à voir? Ok. Alors, sache que cette société, à la base, elle est née d'une fusion entre un autre du commerce américain qui faisait de la décoration de sol. Oh, Ce que je raconte est une histoire véridique. L'association, elle commence à être très très Voilà. forte. Là. Donc, Il y a tu as vraiment rien à voir pour faire une console là. une société qui décore les sols et qui fusionne avec une société qui fait de la télécommunication et des GPS. Et tout ça va donner l'arrivée d'une console qui Attends, mais s'appelle... comment ils se sont rencontrés les gens déjà? Je sais pas. Ça, tu sais, ça sent les fusions bourrées en boîte de nuit, tu sais, où au final, ça signe. Mais tu sais, le lendemain, ils se comprennent qu'ils ont signé des documents et que c'est trop tard, quoi. Il faut Après, tu sais, ça me rappelle un peu les débuts de Amiga, je me rappelle plus exactement, mais le mec, au départ, il vendait pas vraiment des micro-ordinateurs, il vendait genre des flageolets ou un truc comme ça. C'était un truc un peu bizarre, comment il a Mais commencé. what? L'histoire est assez folle, Je mais... pense qu'on s'est trompé d'épisode. Il aurait fallu pas dire les flops. C'est vraiment les histoires improbables de société. Mais il me semble que j'avais lu un truc, ouais, c'était un truc de fou. Le mec, il a volé, il a joué sur les faiblesses d'un contrat pour faire genre oui, chez les ordinateurs et c'est parti en cacahuète. Mais ça me rappelle un peu les débuts d'Amiga. Et pour ajouter de l'absurde à l'absurde, bon, en tout cas, ce que je voulais quand même dire, c'est que cette société, elle est suédoise. Elle est suédoise, voilà, comme ça vous avez l'info, elle est européenne. Et donc, ils décident de sortir, ils travaillent sur une console. Mais pourquoi Mais là, pareil, pardon, 2 secondes. Oui. Les mecs, ils font de la décoration de sol. La boîte de base, la maison mère, enfin, le consortium qui s'est assemblé faisait de la base des décorations de sol. Ils ont fait un truc qu'ils ont fusionné pour faire des technos GPS et là, ils se sont dit, on va faire une console de jeu. Exactement. Je pense que tu poses trop de questions. Ouais, c'est pas faux. Faut te laisser dans. Pardon, Mathieu, À mon avis, déroule le scénar. En fait, là, il y a trop de questions. Les gens, ils réfléchissent pas autant. Mais je pense qu'il se fout de notre gueule, il l'a Non, généré mais par IA, en son vrai, truc, ça a en jamais vrai, existé, la Gizmo En 2, là. vrai, j'aimerais tellement, mais j'ai trouvé un mec qui en parle, voilà, des mecs qui sont dans des bandes d'arcade, des vrais férus de jeux vidéo. Et le mec expliquait d'ailleurs qu'à l'époque, il défendait cette console, alors qu'en face de eux, il y avait la PSP qui arrivait, il y avait les seul Nintendo suédois. En DS, 2005, la tout ça. PSP? C'est 2005? Ouais, c'est un peu après, ouais, ça Oh, arrivait à purée. ce moment-là. tu vois. J'espère juste que tu as le nombre de jeux qui sont sortis sur cette console à la fin. J'espère vraiment que tu l'as, ça me régale. Alors, quand même, elle était quand même ambitieuse, cette console. Elle était vraiment tech. C'est-à-dire qu'on était quand même sur un processeur à l'époque de 400 MHz, ce qui était quand même pas mal pour l'époque. Il y avait un GPS dans... Mais on est en évidemment, 2005, hein. c'est une société de GPS. Ils se sont dit, on va le foutre dedans, les gars. Ça vient même avec un carrelage offert. Mais Ouais, je te en jure. vrai, j'aurais pu le dire avant. On est en 2005, donc l'iPhone, il sort en 2007. Si je dis pas de Oui. bêtises. Donc, on est loin de tout ça. On a une console de jeu qui se veut être un GPS, un appareil photo et qui est capable aussi de lire des films et de la musique. C'est une Alors- console portable du coup? Oui, une console portable, Ok. exactement. J'aurais peut-être pu préciser. Et la possibilité d'envoyer des SMS, parce qu'ils font du GPS et de la télécommunication. Mais tu vois, ça commence déjà à être la merde. C'est-à-dire que... Trop de trucs. Ouais, c'est ça. La PSP, ils avaient mis la possibilité de lire des films, de regarder des images et tout, mais c'était les codecs, ils les connaissaient. Là, ça fait GPS, ça envoie des SMS, ça fait le café. C'est un peu... Tu vois, c'est... Ça pose le Le carrelage. business plan, ouais, peut-être c'est en Alcantara ou tu sais en revêtement de sol comme t'as chez Decathlon derrière, pourquoi pas. Mais ça commence déjà à être la merde au niveau juste business case, tu vois. Bon, en tout cas, je trouve qu'ils étaient quand même assez avant-gardistes à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on a clairement, quand on lit un peu la fiche, on pourrait se dire, bah, c'est un smartphone. Et en fait, là, c'est une console de jeu. Donc, je trouve quand même que les mecs, ils avaient une vision, encore une fois, très couteau suisse, qui est un peu, en plus, avec sur des machines, des processeurs, des puces qui sont assez peu puissantes, puisqu'on est sur une console portable. Donc, c'est vrai que tout sent le Jenga, quoi, le truc qui va se casser la gueule. Ouais, dans l'exécution, Voilà, dans comment ils ont l'exécution. fait? Donc, il y a quand même un designer qui a été pris, un designer qui était assez célèbre à l'époque, qui s'appelait Rick Dickinson, et qui avait travaillé sur la ZX Spectrum, pour ceux qui connaissent. Ah oui, la vieille console de... Voilà. C'est Atari, non? Sans Je doute. crois que c'est Atari, Moi, je vais la pas te ZX mentir, je sais pas trop. Tiger Telematics, elle a quand même cherché des partenariats avec des studios majeurs pour offrir des jeux exclusifs comme Rayman ou Sonic. Donc, tu vois, il y avait quand même une volonté de faire. Il y un avait truc, Rayman dessus. Non, ils ont essayé. Ah ok, d'accord. Mais la plupart de ces projets n'ont jamais abouti. C'était la suite de ma phrase. Ok. Ce que je voulais dire.
Et donc, ils ont voulu faire un lancement européen dans un unique magasin à Londres pour lancer le projet. Et là, il y a eu une fête extravagante. À l'époque, il y avait V'là les stars qui sont passés par là, des grosses stars, des gros bangers de l'époque. J'étais en train de réfléchir. Il y avait la sœur de Kylie Minogue. Il y avait plein de trucs. Bon, j'ai plus les blazes, mais en vrai, ils avaient vraiment rincé du monde pour venir vendre cette console. Enfin, en tout cas, pour le lancement de cette console. Sauf que... Ouais, je me permets juste avant qu'on me tape dessus, pardon, c'était Sinclair qui avait commercialisé, créé la ZX Spectrum, parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un qui, à mon avis, s'est retourné en disant « Quoi ? Atari ?» Pardon, je m'excuse. Voilà. Mais ils ont fait une gigantesque soirée. Bon, en fait, tout le monde s'en foutait un peu de la console hein, dans cette soirée, on va pas se mentir. Et donc, les ventes se sont révélées pas très ouf, hein, puisque vous-même, vous la connaissez pas, cette console. Pour tout vous dire, il s'est vendu 1000 unités. Ah merde. Vendues sur les 4500 prévus lors du lancement à Londres. C'est-à-dire que dans la soirée, on pouvait acheter la console. Il n'y en a que 1000 qui sont partis dans la soirée. Au lieu de 4500, c'était pas tes objectifs de fou. Hein. On est sur des chiffres de non, mais même les gens dans la soirée, ils y croyaient pas. Dans la soirée, c'est-à-dire que même les gens, ils étaient bourrés de thunes. Il y a personne qui s'est dit, on m'a invité à la soirée, je vais faire l'effort de prendre une petite console à 1000 balles. Tu sais, c'était des stars. Donc, 1000 balles. Ouais, mais c'est des stars, tu vois. Non, je vais prendre une console, pardon, c'est pas 1000 balles. Ah ouais. Je disais, je vais prendre quand même une console, pardon. Ma langue a foutu. 1000 balles en 2005, ça aurait été beaucoup. Hein. Non, la console, elle était vendue, je crois, 400 $. Parce que j'ai que, je crois, le prix américain. Mais pour tout vous dire, ce qui était pas mal, et ce qui était encore une fois montré qu'ils étaient précurseurs, c'est qu'ils avaient aussi proposé le fait qu'on puisse l'acheter à 229 $ avec des pubs. Non mais dingue de faire ça. À l'époque, ça existait. En 2005, ça n'existait pas ce modèle. Même à l'époque, ils étaient débiles quoi. Voilà. Pourquoi proposer un produit comme ça? Bah, ils le font toujours Amazon. Je crois que tu peux acheter la Kindle avec mais ça me rend fou. Je comprends pas. Bah, pour les gens qui n'ont pas forcément trop les moyens, ils se disent, bah, je la prends. C'est 10 € d'écart. Non, mais là, c'est 400 contre 260. Oui, bon, là, ok, là, il y a une grosse différence. Sur la Kindle, c'est scandaleux. 140, je pense que tu achètes l'upgrade. Hein, parce que 140 €, au bout d'un moment, tu vois 10 fois la même pub. J'avais vu une télé comme ça, je sais plus de quelle marque, en Amérique. À chaque fois que tu l'allumes, tu as une pub de 30 secondes d'une voiture Kia ou un truc comme ça. Genre. Je me suis dit, mais dans quelle planète vous faites ça? T'imagines, à chaque fois que tu allumes ta télé, tu as Kia Sorento. Allez plus loin, plus vite, ensemble, sécurité, pendant 1 minute 30. Jamais de la vie tu fais ça. Mais du coup, alors attends, parce que là, tout ce que tu as expliqué, ok, il y a une soirée et tout, mais ça explique pas pourquoi elle a flop. Alors, elle a flop parce que déjà, elle arrive avec un portfolio de jeux de 14 titres seulement, déjà. Un des seuls jeux que j'ai pu voir dans une vidéo YouTube, tu sais, c'était une balle qui avance et qui saute sur des... Tu vois, c'est un jeu de plateforme avec une balle qui tourne. Faut savoir qu'au moment où elle débarque... juste un peu de temps après, il y a la PSP qui arrive, tu as l'ère des consoles portables, genre les DS et tout ça, qui ratatinent la console, hein, que ce soit en termes de puissance, mais aussi en termes de contenu, de titres. Donc fatalement, personne n'a vraiment développé dessus. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'ils ont commencé à du coup cramer, un peu peut-être comme on parlait de Oli, cramer un petit peu tout l'argent dans le marketing, dans des fêtes luxueuses. Et ils ont même essayé à un moment de s'acoquiner, alors me demandez plus, avec une écurie de Formule 1 qui était très connue à l'époque. Donc j'ai plus le nom. Williams. Ben, c'est peut-être Williams. En vrai, c'est celui qui m'est Si c'est pas Ferrari ou si c'est pas McLaren. C'était peut-être Williams. Bah, il y en avait d'autres à l'époque. À confirmer, mais peu importe. En tout cas, ils ont essayé. Pareil, en fait, ils ont fait plein de traquenards où ils ont essayé de vendre du rêve à des marques en voulant en fait se faire sponsoriser. Et en fait, ils payaient jamais ou ils payaient très très tard. Et du coup, ça a foutu le bordel. Hein. Et pour tout vous dire, on va y arriver un petit peu, bon an, mal an, à la fin un petit peu de cette histoire qui est un peu ouf. L'entreprise, elle a accumulé des pertes allant jusqu'à 300 millions de dollars en moins d'un an. Waouh. En moins d'un an. 300 millions en moins d'un an. En moins d'un an. Hein. Ça fait combien par... Voilà. Ça veut dire que tu crames quasiment 3 millions par mois. Mais le marketing, ça devait être quelque chose. Hein. Exact. 3 millions par mois, non pire, 30. Oui, 30, pardon, oui, 30. 30 millions. C'est ça. Non, mais les fêtes, ça devait être quelque chose. Ah quand même. 30 millions par mois, tu le Luxembourg pour faire une fête. De ouf. Et après, alors petite cerise sur le gâteau, parce que l'histoire, elle n'était pas assez belle, je trouve, et ça va vous plaire. On va apprendre que l'affaire va prendre une tournure dramatique parce que en fait, il y a plusieurs dirigeants qui étaient dans la boîte et il y en avait un qui s'appelait Stéphane Eriksson. Pour un mec qui fait de la communication, je trouve ça un peu cool pour les anciens. Eriksson. Et en fait, lui, il était lié à la mafia suédoise et il a été impliqué dans des activités criminelles.
Et ce qui a brisé du coup déjà la confiance avec les investisseurs, si tant est qu'il y avait encore un peu de confiance qui restait, et le public, et qui a accéléré du coup la faillite de Tiger Telematics en début 2006, donc la console 2006. Hein. Ils ont essayé de sortir une version un peu plus big, avec un écran plus grand, parce que là, l'écran, c'était un petit écran de 4 ils se sont accrochés quand même. Ils ont essayé quand même de faire un autre, mais elle verra jamais le jour au final. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire un revival de la marque, mais ça, pareil, quelques années après, mais ça n'a pas marché. Je pense qu'elle avait laissé un trop mauvais souvenir. Et pour vous laisser sur une petite note assez cocasse, on va dire, sur cette histoire, faut savoir que donc ce fameux gars là, qui est Ericsson, là, qui était lié à des histoires pas très très clean, il est devenu quand même célèbre pour avoir crashé une Ferrari Enzo à 260 km/h en Californie. Le mec, il est ressorti avec juste quelques blessures, mais la voiture, elle était découpée. Tu parlais de Ferrari, effectivement, c'est pas une écurie de Formule 1, mais ils ont bien sponsorisé une course des 24 heures du Mans, celle de 2005, sur une Ferrari 360 Modena. Alors, okay. C'est classe quand même. Voilà, mais attends, mais ils étaient blindés de pognon. Ouais, ils étaient vraiment blindés. Quand tu prends le recul, je sais pas ce qu'ils faisaient avant, mais. Je sais pas qui a investi. La mafia suédoise, je l'ai la réponse, pardon. Oui, en fait, c'est un mec qui avait des activités criminelles. Alors, il était pas tout seul dans la boîte, mais on voit quand tu vois un mec qui est là, déjà, ne serait-ce qu'il y en ait un parmi les dirigeants qui soit quelqu'un de véreux et qui est là juste pour cramer la caisse, bon bah... Il n'y a pas un jeu que je connais. C'est que des trucs... Ouais. Ils avaient un espèce de GTA-like qui était dans les cartons aussi. J'ai pu voir quelques démos du fameux jeu GTA. Mais sinon, il n'y a aucun titre que tu connais. Parce que je pense qu'il y a plein de... Tous les studios, ils ont senti, à mon avis, le truc qui puait, quoi. Encore une fois, une entreprise européenne qui aura brillé. Voilà, pas longtemps. C'est dommage. Mais je trouve des fois ça fait, tu vois. Mais là, tu disais pour Juicero et tout, il y a des rebondissements, mais ils ont quand même essayé, tu vois. C'était pas un fantôme, c'était juste très ambitieux et puis pas forcément très très baqué derrière. Et les mecs, ils sont peut-être sentis un petit peu briller. Juicero, je comprends pas, c'est l'inverse. Beaucoup d'investissements pour tellement de fois où les mecs ils auraient dû dire mais les gars, vous voyez bien que. Non, mais là, c'est vrai qu'on est sur deux histoires atypiques où il y en a une, c'est un concept que personne ne comprend. Et l'autre, c'est clairement un truc un peu, on va dire, qui est né d'un hasard. Déjà, quand tu vois que c'est une société qui décore des sols et des GPS c'est pour faire... Déjà, rien que l'histoire, en fait, quand tu l'écoutes dès le début, il y a rien qui va. Mais... Pour moi, c'est une IA qui hallucine quand tu te racontes. Ouais, c'est vraiment une hallucination d'IA. Mais tu vois, des fois, je trouve qu'il faut remettre au basique. Tu vois, tu reviens sur l'histoire du Galaxy Note 7, un bon téléphone, un bon problème de batterie de merde, tu as des bons trucs avec des bons pétages de téléphone en plein vol dans un avion où tu te chies bien dessus. Tu sais combien ça a été estimé, les pertes totales de chez Samsung, tout confondu avec les rappels et tout machin, 17 milliards de chiffre d'affaires perdu. C'est trop grave. Parce que je rappelle que dans cette histoire-là, ils ont fait, donc au départ, il y a des combustions, c'est bizarre et tout machin. Ils se rendent compte du défaut, ils font des rappels produits. Ils remplacent le truc, il y a quand même le rappel après le produit. C'est bon, c'est-à-dire qu'ils se cassent les couilles à faire des renvois, à dédommager le client, à faire des modifications techniques sur le téléphone, le renvoyer, ça pète toujours à la gueule des gens. Je vais pas me faire des copains, mais je me sais aussi que Samsung au début a essayé de camoufler l'affaire avec le mec qui était à l'hôpital, je me souviens, et qui avait reçu des messages de Samsung en disant ferme ta bouche, on va te donner de l'argent. On te donne un nouveau téléphone, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et par contre, ce qui était lunaire avec cette histoire, moi je me souviens, en fait, c'est pas forcément limite c'est grave cet incident industriel, mais le fait que tu arrives dans un aéroport et que tu entends tous les possesseurs de Galaxy Note 7, veuillez ne pas prendre l'avion. Merci. Ça m'avait choqué à l'époque de voir le petit encart avec le téléphone barré. On peut peut-être mettre un petit peu de contexte là-dessus. Ouais. C'était en 2016. Samsung, traditionnellement, présente un nouveau smartphone, dont la gamme Galaxy Note, qui était le fleuron du truc. Exactement. Grand écran, S Pen. C'était l'équivalent des Fold d'aujourd'hui. Je pense que c'était le moment où Apple se chie dessus en mode OK, ils sont vraiment très forts. Là, ça commence à devenir un truc performance, innovant. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment. Et puis là, ils jouaient sur la finesse, parce qu'on y revient aujourd'hui à la mode de la finesse, mais à l'époque, ils jouaient sur ça. C'est vrai, énormément. Et finalement, ils se rendent compte quelques semaines plus tard qu'il y a des caméras. Moi, j'ai une image qui me vient en tête, c'est le mec qui était dans son shop. Et il y a sa poche qui prend feu. Il balance son tel parce qu'en fait, le Galaxy, la batterie du Galaxy a flambé. C'était pas vraiment Tesla, la batterie, c'était le. Alors j'en ai vu plein parce qu'au même moment, t'avais aussi les vapoteuses qui commençaient à prendre feu et tout. Là, c'était vraiment le téléphone. Mais en fait, je crois que les deux connecteurs entre la batterie et le téléphone, ils étaient trop près. Ouais. Et en fait, ils avaient un gros risque de se court-circuiter. Ouais. En fait, vu qu'il n'y avait pas de protection dessus, ça faisait chauffer tellement le téléphone que ta batterie, elle cramait. C'est ça.
Putain, c'est ouf. C'est une folie. Un rappel, on rappelle de nombre de produits. Vous savez combien il y a de rappels? 2,5 millions de téléphones rappelés. 2,5 millions de téléphones que tu as vendus, que tu dois faire retourner, modifier en usine et réexpédier. Et les rappels, c'est couvert par le constructeur. Évidemment. Il y a c'est un zéro à la gros charge du financier. client. C'est l'enfer. On est au niveau d'un truc dont on parlera pas ce soir, mais qu'on peut faire écho, c'est les airbags, là, Takata. Takata, bien sûr. ouais. Excellente vidéo de Sylvain Accident live. industriel de fou, quoi. Ah, c'était n'importe quoi. Mais là, on est dans le truc où, ouais, là, déjà, ça pète, donc ça tue purement et simplement des gens. Mais à l'échelle du Galaxy Note, c'est quand même. Les airbags Takata, ça pète régulièrement, mais c'est quand même moins en termes de nombre que les Galaxy Note. A priori, c'est le but du airbag. Ouais, mais ça pète pour amortir un choc. Ça pète pas quand t'es en train de rouler normalement Ouais, c'est clair. pour t'arracher la gueule. Ça explose, hein, ça pète pas, genre ça Oui, crée pas un souffle. Ça te pète à la gueule, ça te décapite quand même, les airbags Takata. Ouais. C'est un peu chaud. Là, en si peu de temps, c'est bien que, en fin de compte, Samsung, ils les ont retirés du marché. Ils ont dit non, mais il y a trop de Déjà, merde. ils les ont retirés du marché et surtout en termes de réputation. Alors, on parle de Samsung, hein, c'est un mastodonte. Mais t'imagines, Ils en sont pris plein la gueule. Les gens ne voulaient plus acheter de téléphone Samsung. on voit encore les pubs où tu as leur chaîne de test, machin, on dit on a amélioré la sécurité, où tu vois toutes les petites presses, où ils tordent le téléphone, où ils branchent les prises et tout. Il y a encore des pubs aujourd'hui qui disent qu'ils ont fait des efforts sur les tests. Je pense que le traumatisme a dû être terrible. Toute l'industrie, hein, parce que tu vois, moi, je me souviens qu'à cette époque-là, à un moment, je me retrouve au Mobile World Congress et il y a LG qui fait une annonce. Et moi, j'interroge un chef produit de chez LG. Et ça me démange de me dire, parce que je sais que si j'allais voir Samsung, j'allais me faire décapiter, mais ça me démange d'avoir un petit peu les propos de quelqu'un de l'industrie, et notamment d'une marque concurrente, LG, qui est aussi coréen et tout. Et en vrai, les marques, elles ont été super fair entre elles. J'ai senti, tu sais, le mec me répond un peu langue de bois, mais par contre, on sent que le sous-texte, c'est genre... C'est arrivé à Samsung, mais en vrai, ça pourrait nous arriver à nous. C'est la Genre, marque qui vient, mais qui met la main sur l'épaule en gros, disant... tacler Apple avec, tu sais, le notch et tout ça, c'est drôle. Ce genre de délire, on n'ira pas. Genre, tu sais, comme en politique, j'ai appris qu'en politique, tout ce qui est genre vie privée, les coucheries et tout, ils disent que, entre guillemets, entre eux, ils se poucavent jamais. Parce que, genre, ça, c'est le niveau. Il y a un espèce de statu quo entre eux, c'est-à-dire, ils se sont jamais dit, mais il y a un espèce de statu quo en disant, ouais, là, par contre, sur ce terrain-là, on n'y va pas dans les attaques, même si en face de moi, j'ai un mec qui est à l'opposé de mes valeurs ou de ce que je pense, on n'y va pas. Et là, les marques, j'ai senti pareil, tu vois. Le mec de LG, il m'a gentiment rembarré en disant, ouais, c'est dramatique ce qui se passe et tout ça, mais en gros, ils sont restés un peu comprendre. propres parce qu'ils savent que c'est facile de tirer là-dessus, mais que... C'est ça, non, mais qu'ils se disent, en vrai, que ça pourrait nous arriver à nous. C'est Et on n'aimerait exactement pas ça. Donc, du coup, à cette époque-là, c'était quand même assez fou, hein. C'était assez étrange. Et ce qui était fort, hein, c'est que le truc, ça devenait une vanne, hein. Combien de fois je me souviens sur les réseaux sociaux, Oh, mais oui. les machins, même les youtubeurs dans les vidéos disaient ok, bon là je la place, mais après je la place plus. C'était devenu un C'est mème vrai, c'était un récurrent. running Il y avait une vidéo qui m'avait marqué, c'était une visite de Linus Tech Tips, Sébastien, qui visitait les locaux de Marques Brownlee, donc son nouveau studio qui était incroyable, tout propre et tout. Il avait plein de téléphones et il dit attends, je regarde s'il n'y a pas un Note 7 et tout ça, machin. Et à un moment, il ouvre un placard et le voit, il dit ah, c'est une bombe et tout. T'as Marques Brownlee qui dit non, je crois que j'ai retiré la batterie et tout, qui fait la blague. Mais c'est vrai que c'est le cas où en termes de fail récents, ça a marqué le monde entier, j'ai l'impression. Et je me souviens que j'avais discuté avec Jojol, qui lui tenait absolument à en garder un. Bien Il l'a sûr. toujours. Et Bien il l'a sûr. toujours. Mais je crois que Samsung forçait à vouloir les récupérer. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un stade où ils avaient tellement peur que c'était pas en disant aux gens oui, on vous remercie de nous les renvoyer. Ils faisaient tout pour récupérer les Mais je crois qu'il téléphones. a pas retiré la batterie, lui, par contre. Hein. Ah bah, Jojol, si tu nous écoutes, fais-le, mon Bon ref, courage. parce que Ouais, même bon si bon, courage. elle doit être déchargée depuis, je jouerais pas à ça dans ta nouvelle maison. Bon, la marque a quand même essayé de regagner un petit peu la confiance du public en sortant un Galaxy Note FE, Fan Edition. Je crois que c'est le premier du nom des FE. Pour justement, c'est le même téléphone globalement, mais sans le problème. Bon, bah, ça n'a pas beaucoup marché. Mais je crois que pire, hein, c'est que en fait, ce précédent-là, il a signé l'arrêt de mort de la gamme. du Note. Petit à ouais. petit, ils l'ont Bon, éteinte. en plus, ils ont sorti des formats avec les S25 qui étaient de plus Non, en mais plus je grands, pense ça que s'alignait. marketingment parlant, tu vois, en fait, t'as les plus grands qui sortaient et du coup, t'avais le support du stylet. Mais en vrai, c'était pour éteindre la gamme Note. Ouais, voilà, le mot qui Note, disparaît, c'était pour le tuer. pour dire, voilà, parce que ça pouvait trop rappeler des traumatismes. C'était un peu le même délire que, tu sais, le Coca Life. Tu te rappelles du Coca Life? Le Coca vert, pendant un moment, il y en avait partout. Coca Et ça a vert, été éteint parce qu'ils ont dit, ouais, c'est plus respectueux, machin, c'est des trucs naturels. Je dis, bah ouais, mais du coup, il y a quoi dans le Coca normal? Bah ouais. Du coup, ils ont éteint le Coca. J'en ai vu
partout pendant 2 mois. C'est devenu le zéro. C'était dramatique pour Coca. C'est pas un fait de la tech, mais voilà, je vous le donne celui-ci. Parce que ça évoque toujours un petit truc avec quelque chose. C'est vrai que j'ai vu du Coca vert à un moment. En tout cas, un rappel brutal que innover trop vite, c'est parfois prendre feu. Voilà, celle-là, je voulais la caler. On enchaîne. Elle est très forte. Non, mais là, très clairement, t'as raison. Ils ont poussé les curseurs trop loin, trop fort. Et du coup, c'est chaud. J'en ai un très beau pour vous, chez nos copains d'Angleterre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du programme IT du NHS? Le NHS, c'est le National Health System, donc le système national de santé au Royaume-Uni. Ce programme-là, IT, l'objectif, alors le nom total du programme, c'est un peu chiant, c'est le NHS National Programme for IT, donc le NFPFIT. Il faut aller se faire foutre avec les acronymes comme ça. Ouais, c'est en long. passant, il est bien long, dire un lundi l'acronyme. Exactement. L'objectif, c'était de numériser l'ensemble du système de santé du Royaume-Uni. Donc, globalement, nous, je crois, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire avec le Health Data Hub. C'est globalement d'avoir un espèce de gros programme IT, de grosse infrastructure qui vient recenser les données de santé de tous les citoyens. Donc, je crois que le Health Data Hub, il me semble que c'est une initiative européenne. Là, c'était vraiment à l'échelle juste du pays, du Royaume-Uni. Ce programme, il a duré entre 2002 et 2011. Déjà, si tu regardes les dates, tu te dis il y a peut-être un problème. On parle quand même d'un programme national. C'est quand même, faut bien se rappeler qu'à l'époque là, c'était les dossiers papier, machin, tu les transmettais et tout. Parce qu'on a toujours un petit peu. Bien sûr, mais il y a encore du fax. Tu sais que tu rigoles, mais il y a encore du fax dans les établissements publics. Ouais, je les emmerde alors. C'est terrible, c'est terrible. Tu t'envoies des mails par téléphone. Faut aller se faire foutre. Mais l'objectif, c'était de moderniser tout ça pour faire en sorte que ce soit un peu plus facile pour la prise de rendez-vous en ligne, puisque Internet, c'était vachement démocratisé, tout ce qui est prescription informatisée, etc. Est-ce que vous savez combien ce programme il a coûté, et en livres sterling spécifiquement? Parce que le livre sterling, c'était quand même une monnaie qui était plus valorisée que l'euro. Ouais. Qui était forte. Je dirais 34,5 millions de livres sterling. 35,4 millions. 34,5 millions. J'étais à 35,2 moi. 35,2 millions. Sachez que le plan initial, c'était 6 milliards et qu'à la fin, on était entre 10 et 13 milliards de pertes. 12 et 13 milliards. Moi, je perds 5 balles parce que j'ai mis dans mon jean à laver et que je l'ai oublié dans ma poche. Je pète un plomb. Là, ils ont niqué entre 10 et 13 milliards. Wow. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça a foiré autant, Ewan? Je vous réponds. La vérité, c'est que le programme, il était hyper ambitieux. Peut-être un peu trop ambitieux, parce que hypertrophie à la base, géré en centrale sans consulter les médecins et les patients, qui est un truc qui arrive régulièrement dans les développements de logiciels, dans les programmes comme ça, c'est-à-dire qu'on veut mettre une infra à dispo des experts, on ne consulte pas les experts. C'est-à-dire que c'est trop grave de faire ça à chaque fois. Les gens qui sont censés utiliser ton programme, tu vas même pas leur demander comment tu bosses, donc tu n'apprends pas à les apprendre. Tu crées Doctolib, mais tu demandes pas aux docteurs comment ils gèrent leur agenda. Et tu demandes pas aux patients comment ils prennent rendez-vous. C'est une folie. C'est une folie. Let's go. Toi qui a fait des études pour l'UX et l'UI design, tu dois t'arracher les cheveux à l'heure actuelle. Le mec qui vient me voir avec tous ces diplômes là, j'ai envie de le... Je te jure, des retards, des différents fournisseurs et des différentes sociétés de services, parmi lesquels on peut compter Accenture, BT, CSC, Fujitsu, mon ancien employeur, tiens, c'est rigolo. Parce qu'ils ont une forte présence quand même au Royaume-Uni. Ils se disputaient les contrats, ce qui fait qu'en fait, ils voulaient tous plus ou moins avoir un petit bout du gâteau. En vrai, un gâteau à 10 et 13 milliards, moi je prends. C'est ouf. Pour vous donner une anecdote, 10 milliards, c'est apparemment le coût que ça aurait coûté. C'est le coût, que ça aurait coûté à Apple pour l'Apple Car. 10 milliards. C'est pas beaucoup pour eux. Ouais. Non, mais pour donner un peu l'ampleur du truc, tu poses ça à côté d'un truc public du Royaume-Uni, de la santé. C'est vrai, après là, la perte, elle est lissée sur quand même globalement 8 ans. Mais entre 10 et 13 milliards de livres sterling, je rappelle, de livres sterling. Déjà que nous, on n'arrive pas à trouver 2-3 milliards pour notre budget là, avec tout. Et moi, ce qui me fume, c'est qu'en fait, quand tu mets plusieurs sociétés comme ça, pour bosser dans le service encore aujourd'hui et avoir bossé avant, quand tu mets plusieurs boîtes de services sur différents périmètres de trucs que tu veux développer, plus c'est complexe. Plus il y a de prestataires, plus c'est la merde. Parce qu'ils veulent pas discuter entre eux et au moins de problème, ils se renvoient la balle. Ouais, mais c'est lui qui a pas fait la connexion. Ouais, mais là, le développement, il est pas bon. Ouais, mais ça, l'infrastructure, elle est pas prête. Ouais, mais lui, son architecture, ça me va pas. Je suis pas d'accord. Lui, c'est un con, machin. À chaque fois, ça se renvoie la balle, mais ça règle pas les problèmes. Cacahuète, là, ça va pas louper. Globalement, le projet a été marqué par des retards, des oppositions des parties prenantes, des problèmes d'implémentation en pagaille, des solutions déployées, c'était pas praticable, c'était pas utilisé. Et c'est les coûts d'abandon qui ont coûté cher. En fait, tout ce qu'ils ont développé, ça n'a servi à rien. Ça a jamais été mis en production. Sur les 3
piliers qui ont été développés. Il n'y a eu quasiment aucun bénéfice. Ça a été avorté à cause d'un pilotage précipité, des spécifications mal définies. Tu m'étonnes quand tu consultes pas les gens qui sont censés faire la liste de tous les trucs. Moi, derrière, je vois une fanfare avec des éléphants, des mecs qui tapent dans des cymbales. Non, t'as la musique qui fait qui accélère petit à petit quand tu vois le temps. Moi, je vois le cirque de Patrick Sébastien derrière qui fait la fanfare et tout, que c'est le bordel. Ah, vraiment, t'as vraiment le mec qui a lancé le projet au milieu, tu sais, le petit chien auto qui est en feu dans son appart, il est là, this is fine. C'est trop grave. Je vois la boîte qui t'explique et t'as un jongleur derrière qui est là, ouais. Et derrière, t'as les contrats parce que les prestats que t'as pris, les Accenture, les Fujitsu, les BT, faut quand même les payer. Donc eux, ils sont mis globalement pas mal dans les fouilles pour un truc qu'ils ont développé. Ils ont mis 3 consultants juniors dessus. Allez. Ils ont rapporté un max. Le programme n'a jamais. De ballon, t'as oublié aussi. C'est ça, les gonfleurs de ballon, bien sûr. Tous les Scrum Masters et ça. Non, je rigole, il n'y avait pas de Scrum à l'époque, mais développement agile. Mais globalement, voilà, c'était un truc, c'était une bonne idée. Ça n'a pas pris. J'espère qu'ils en ont tiré des leçons. Nous, aujourd'hui, c'est encore compliqué. On est en 2025 et tout ce qui est support numérique pour nos infrastructures publiques, c'est encore compliqué. L'hôpital, Dieu sait que ça l'est même dans le public. Donc, moi, cette histoire m'a fait un peu rire, mais c'est un rappel que même dans des choses pour lesquelles tu imagines, tu palpes, tu te dis, c'est pilotable, il faut juste parler aux bonnes personnes, l'idée est bonne, ça va être assez précis, on peut foirer de la meilleure des manières, et en plus, c'est le contribuable qui raque, ça me régale. Je voulais vous parler d'un produit. Je suis sûr que le nom vous dira rien, mais par contre, si vous le regardez en photo, vous allez vous dire, mais ah ouais, c'est évident. C'est un peu comme les jouets, les radios que tu avais dans les Happy Meal. Ah oui, mais je m'en souviens, les radios avec le gros crochet au bout là. Exactement. Où t'avais une musique préenregistrée dessus. Si on te donne le nom que je n'ai pas évidemment, tu te dis je sais pas ce que c'est. Si tu regardes la photo, tu dis évidemment c'est ça. Mathieu, t'es trop vieux pour t'en rappeler, c'est pas grave. Oui. Par contre, celui-là peut-être, mis en vente en 2012, le Fuel Band de Nike était l'un des premiers bracelets connectés à destination des sportifs et être commercialisé avant l'Apple Watch. On parle du coup de 2012, l'Apple Watch rentrera en course vers 2015. Globalement, un peu à l'idée de ce qu'on connaît aujourd'hui avec les Xiaomi et même les montres connectées. En faisant de l'exercice, les utilisateurs accumulaient des Nike Fuel Point, exactement, c'est cette image qu'on vous mettra sur Instagram. Et en fait, ils pouvaient partager ça avec leurs amis, un peu comme Strava aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, c'est exactement comme Strava, sauf que c'est pas une application. Le même concept. Okay. Et donc le seul défaut par rapport à ce truc-là, c'est que ça fonctionnait bien quand tu courais, quand tu faisais de la marche, etc. Il y avait les Jawbone et tout là, non? C'était pas le même produit. C'était pas le même produit, mais c'est un peu la même veine. Allez hop. Mais sauf que ça fonctionnait pas très bien pour le cyclisme, pour le yoga, et il y avait surtout un grand défaut, c'est que quand tu mettais le bras en l'air et que tu secouais fort, ça te comptait des pas. Ouais. Aïe. Mais pourquoi le bras en l'air? Non, mais je veux dire, tu le secouais, tu le mettais à la machine, tu le mettais n'importe quoi. Tu secoues ton bras, tu bouges. Non, mais il y a d'autres exercices où tu secoues le bras et. Alors, je sais pas, je vois que tu aimes tricher, que tu as des solutions. Exactement. Bien à toi. Bien à d'autres, hein, parce qu'à mon avis, c'est pas le seul. Moi, dans l'effort, il y a le plaisir, ça me va. C'est sûr que le produit, il a créé une attente parce que c'est Nike. C'est un produit qui arrivait avant du coup les Apple Watch, les Fitbit, tu parlais d'autres concurrents. Et tout ça, ouais. C'est un truc que... cherché loin mon gars. Wow, je m'en souvenais plus de ce truc-là. Là, t'es sorti des abysses. Mais surtout, connaissant Nike, à mon avis, ils ont dû faire une campagne de pub incroyable. Énorme campagne de pub, application disponible sur le smartphone pour pouvoir gérer du coup l'appareil, tout le produit. Le problème, c'est qu'il y avait énormément aussi de lenteur sur l'application elle-même, du retard sur l'application Android, des stratégies un petit peu floues, et surtout, Nike maîtrise pas le hardware. Aujourd'hui, ils maîtrisent bien le software, on peut le voir avec des Nike Plus, Nike Plus Run Club. Moi, c'est l'application que j'utilise pour courir, pas Strava par exemple. Mais du coup, les ventes n'ont jamais vraiment décollé, et Nike a finalement cessé de commercialiser le bracelet en 2014. Le champ libre à tous les géants de la tech de se lancer là-dedans avec ce qu'on connaît aujourd'hui et les domaines. Et ceux qui sont morts hier aussi. Il y en a plein qui ont énormément pris l'idée, quoi, en tout cas. Mais on se rend bien compte que maintenant, tu vois, tu peux être en avance sur un domaine, même si t'es l'un des plus grands et c'est ton domaine, c'est le sport, quoi. Nike, c'est le Apple du sport, quelque part. Hein. Exactement, maintenant, ils travaillent même avec Apple, donc il y a vraiment cette alchimie, mais comme quoi, t'as beau être bon dans un domaine,
essayer de sortir des sentiers battus pour faire un produit hardware qui n'est pas ton domaine d'expertise ça veut pas forcément dire que ça va fonctionner. Alors je sais pas s'ils ont fait des grosses campagnes de pub comme on peut le voir aujourd'hui sur leurs shoes, sur des trucs comme ça, mais c'est sûr que il faut être capable de soutenir un produit sur le long terme, ce qui n'a pas été le cas ici. Ouais. Et au final ça a été vachement remplacé par les autres applications, et peut-être le partenariat avec l'Apple Watch a précipité aussi la chute. D'ailleurs, une petite anecdote que tu m'as fait repenser en parlant de Nike et Apple qui bossaient ensemble. Faut savoir qu'à la base, parce que tu parlais donc du coup pour les smartwatches, faut savoir qu'au début, on va dire que le partenariat il se faisait plutôt entre Nike et Samsung, parce que moi je l'avais eu sur ma Gear S2, et que dès que Apple est arrivé un peu avec ses Apple Watch, je peux te dire que les mecs qui avaient misé sur l'appli Nike et tout ça, le partenariat fort on avait même une watch face Nike et tout a disparu. Je peux te dire que le mec qui avait une Gear S2, il avait bien les boules. Ah oui, ça s'est fait en catimini. Ah non, mais attends, sur la Watch. Ah, la Gear S2, elle avait qui était vendue pour ça. La Gear S2, elle n'était pas vendue pour ça, mais la Gear S2, quand elle sort, donc une montre sous Wear OS et tout ça, il y a vraiment un partenariat un peu fort au tout début de cette Gear S2 avec Nike, et tout ce que tu as aujourd'hui, toi, avec Apple, ça a commencé avec Samsung. Ils ont fait une mise à jour et l'ont tué. Alors, c'est pas qu'ils ont fait une mise à jour, c'est que je crois que je connais pas vraiment le fond de l'histoire, mais ça ressemble un peu à ce que Nike voit Apple. Ils se disent, les Apple c'est un peu Watch, plus premium là que c'est un peu Samsung. mieux, exactement. Et l'autre, il leur a dit non. Et l'autre, tu sais, je vois bien Samsung qui appelle, qui dit allô Nike, et tu sais, qui se mange le répondeur tout le temps. Ouais. Allô, allô. Ah, on a vu que tu discutes avec Apple. Bah, si tu pouvais me rappeler à l'occasion, ça serait cool. Ouais, il faudra mettre à jour l'application, parce qu'il y avait une appli, il y avait une watch face dédiée et tout ça. Tout a dégagé. Mais c'est fou, ça veut dire que une mise à jour a killé le truc sans doute, puisque c'était sur le même modèle qu'il y avait plus. En vrai, je pense qu'on avait encore la watch face. Mais je pense qu'il y avait une appli, il y avait Nike Plus et tout, mais que tout le support a sauté, quoi. C'est trop grave. Là, c'était beau. En tout cas, c'est vrai que je me rappelais plus du nom du bracelet, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ouais, putain. Mais je l'avais. Alors ça me rappelle rien. Enfin, je veux dire, dans mon inconscient, je pense que c'est un peu. Peut-être sa tête flop vite, quoi. C'est passé sous mon radar ça complet. flop hyper vite, et pour moi, c'est un peu la même. En plus, c'est dans les mêmes années que le Beatspill, des choses comme ça, des produits qui pop d'un coup et qui disparaissent très vite. Parce que ça Beatspill, j'en ai beaucoup vu par contre. Les Beatspill, c'était l'enceinte de Beats, la petite, machin. La petite, ouais. En rétrospect, qui avait un son à chier. Oui, mais c'est juste, elle était cool au niveau des couleurs, elle crachait très fort. Même mais le les premiers casques Beats, en vrai, moi quand tu parlais avec des vrais DJ et tout ça, ils disaient bon, c'est beau pour la marque, hein, mais le son il est pas incroyable non plus. Le Monster, je crois, le vraiment très très gros, celui-ci était cool. Tout en dessous, c'était globalement de la merde. Si t'avais celui juste en dessous, qui était en plus sans fil, t'étais vraiment le roi de la balade. Encore une fois, une marque qui s'est fait acheter par Apple d'ailleurs. Mais moi j'avais le Beat Studio, il était Beat Studio, est-ce que c'est ça? Non, je me souviens plus. C'était pas le Beat Studio. Je crois que le Beat Studio, c'est le petit. Bref, j'en avais un peu plus grand qui était Studio, me semble que c'était en métal et tout. Il était trop beau. C'est vrai qu'il était beau. Et qui se plie en deux. Mais du coup, ce que disait Rewan là par rapport au fait qu'il n'avait pas trop vu passer le truc, ça rappelle quand même que quand il y a des marques qui flopent sur certains trucs, ils les font disparaître très rapidement. Mais quand t'es une marque comme Nike en plus qui joue sur le premium et tout, t'as pas d'échec. Normalement, t'as un palmarès qui est clinique. Moi, je trouve que, regarde, par exemple, Google et Stadia, comment ils l'ont éteint très rapidement. Mais très vite. Il s'est décomposé. Le jour où ils ont dit on arrête, je crois qu'une semaine après, plus personne. Ah bah frère, ils ont vu les dépenses. À mon avis, eux, ils ont pas fait comme le projet de refonte du truc médical du Royaume-Uni. Ils ont dit oh là là, l'argent à laquelle vitesse on perd. Non, ça dégage tout ça. Là, les GPU, machin, les mecs là qui achètent des jeux. Non, ça vous. Mais t'as des flops qui prennent un peu de temps avant de disparaître dans l'inconscient, tu vois, de tous. Il y a plein de trucs, tu vois, Windows Phone dont on peut parler. Tous ces trucs-là, ça a mis un peu de temps à disparaître. Mais là, t'as des trucs, ils ont shut down. Une semaine après. Mais le sujet du cloud gaming, même en ce moment en général, je me demande comment ça floppe pas, parce que tu regardes les coûts de l'IA, où tu as la hype et tout qui fait survivre le truc, mais les coûts en achat de GPU, en achat d'électricité, etc., en data center et tout, c'est des coûts qui sont faramineux, qui sont pas rentables. Donc je me dis, le jour où ça va retomber, où il y aura plus la hype, ça va retomber fort, même si tu auras toujours des... Je pense que ça va un peu se standardiser, il y aura des petits trucs un peu chez les gens comme ça, mais tout ce qui est... Parce qu'avant d'avoir Stadia et tout, est-ce que tu te rappelles de Shadow ? Oui. Shadow, j'ai bossé avec eux. Mais tu sais que ça existe toujours. Ça a été racheté. Ça a été racheté par OVH Cloud. Ouais. Ah ouais. Ça existe toujours, sauf que la technique... qu'ils se sont plutôt rapprochés côté professionnel. Ils ont un peu lâché le gaming. Et après, ils ont été malins, ils ont un peu pivoté. Ils ont fait des offres Drive, Cloud, tu vois, dans le cloud, qui sont plutôt bien positionnés en termes de tarifs. Ouais. Je crois que les tarots sont très très bons au lieu d'acheter, tu vois, du Google Drive et tout. Mais je crois que j'ai encore le boîtier Shadow. Ah ouais? Le petit boîtier. Ça, garde-le. Oh, le collector. Parce que ça, je pense que c'est le premier vraiment du cloud gaming qui te proposait de louer un PC, de dire, bah voilà, t'as une 1080, frérot, tu la payes 30 € par mois, joue. Non, mais par contre, ça
ça peut être très drôle de voir ce qui se passe s'il l'allume aujourd'hui. De quoi? Bah, qu'est-ce qui se passe s'il allume Le boîtier, Shadow, Je vais pas te mentir, ça va être impossible de contacter les serveurs, hein, je pense. Hein. Mais ce serait Erreur intéressant 404, de faire ça serait le... marrant. Il faudrait de que je voir. ressorte des cartons, ouais. Ouais, mais mon c'est point marrant. par rapport à Shadow, c'était t'as eu Shadow, t'as Stadia, t'as eu le Xbox Game Pass et tout, t'as plein de trucs comme ça. Et je me suis dit, il y en a plein qui sont morts. Comment est-ce que Xbox aujourd'hui ils arrivent à faire? Je me pose la Bah, ils question. augmentent les prix. Et surtout, ouais, c'est pas faux. Et surtout, comment ça va être pérenne? Non, Non, mais même en augmentant les prix. Non, mais en vrai, tu parles de Xbox, mais on peut parler de GeForce Now. Hein. GeForce Now continue, GeForce Now, c'était l'exemple que j'avais oublié, mais t'as GeForce Now qui est là, hein, qui Et fait son encore. truc. Eux, ils fabriquent leurs cartes graphiques. Et Donc, je- entre guillemets, niveau coût, ça peut être un peu plus intéressant, tu Et vois. je ne sais pas, on digresse complètement dans cet épisode, mais c'est pas grave. Mais je voulais Mais juste c'est un savoir, futur flop, peut-être. Amazon Luna, où ça en est ce truc-là? On n'en parle plus. Mais bah, si, c'est mort, Luna, je crois. Non, Ah pas ouais du tout. C'est pas mort. Non, je crois non. pas. Hein. Je crois que ça va. Ils ont fait une soirée de lancement il y a 1 an. J'étais présent. Mais je crois que J'ai c'est. plus aucune nouvelle. Ouais, je crois que. Aucune Mais même, nouvelle. tu sais, d'habitude, ils aiment bien mettre en avant tous leurs services en disant, hey, si tu commandes et tout ça, t'as Amazon Prime Video, t'as machin, t'as la musique qui est en Il faut illimité, regarder t'as sur Toto. Amazon, est-ce qu'il y a là encore la Ouais, manette qui est exactement. disponible. Mais ouais, il y a beaucoup de marques qui se lancent dans des trucs et puis parfois ça fonctionne pas du tout. On peut parler éventuellement des. Bon, vous l'attendez, hein, les Google Glass. Ah bah oui. Mais Les fameux porteurs de Glass Halls. Ouais. Les Glass Halls. Les Glass Halls, ouais. le problème pour moi des Google Glass, c'est pas qu'ils ont. C'est pas un flop. Ça a été annoncé trop en fanfare pour un truc qui fonctionnait pas, en fait. Et surtout, Et- pour moi, ils sont arrivés trop vite, trop tôt. Non, je suis mais en d'accord. plus, le pire, c'est qu'à la base, le produit, il était quand même. En fait, c'est-à-dire que l'annonce, elle est très grand public dans son approche. Et en fait, au final, tu sens que plus que ce qu'ils ont vendu au moment vraiment de la vraie démo, c'était une caméra sur une espèce de paire de lunettes. Parce qu'en fait, Sur au des final, branches même. tu vois, moi, je me souviens de la vidéo qui me faisait un peu rêver avec justement toutes les informations, l'affichage et tout. Au final, on l'a très peu vu. Mais au final, le truc qui était assez fou, c'est que au moment de l'annonce, comme je disais, c'est très grand public, mais à la fin, c'était vraiment uniquement destiné aux développeurs. Et ça a été vraiment poussé à la base pour dire c'est un produit qu'on veut mettre à la main des développeurs pour développer le truc qui fera venir après le produit grand public. Alors, le prix est aussi peut-être pour quelque chose. C'est en 2012 que Google présente le projet Glass, qui est vendu sous le nom Explorer. Explorer, parce que c'était justement pour les développeurs, pour qu'ils explorent. Tu vois, le Exactement. nom derrière. Sauf que 1500$ en 2013, avant une disponibilité plus large en 2014, Mais ça encore pique. une fois, tu vois, c'est important parce que tu l'expliques bien, mais c'est vraiment. Moi, à chaque fois, j'ai envie de te dire à chaque fois, mais c'est un kit de développement. Oui. Sauf que le problème, c'est ils l'ont montré comme un produit grand public. Exactement. Et je vais te dire, hein, j'ai un flop qu'on peut mettre juste à côté en pareil, la même chose. Le Quest Pro. Le Quest Pro qui arrive juste après le Quest 2 est un produit à la base, entre guillemets, sizé pour les professionnels, sauf que les mecs, ils te montrent que des jeux, ils te montrent des mecs jouer avec Beat Saber, avec tous les jeux et tout ça. Ah Au ouais. final, il y a une espèce de flou qui se fait, un message qui passe T'arrives mal. pas à démarquer Voilà. la cible Et les précise. glaces dont tu parles, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout est orchestré de manière marketing à ce que ce soit genre, vous allez voir, c'est le turfu pour le grand public. Et le grand public dit, bah moi c'est ça que je veux, tu vois. Sauf qu'en fait, les mecs, ils n'arrivent pas à dire, bah non, mais c'est pour vraiment le professionnel pour l'instant. Donc le prix était hyper élevé. La caméra intégrée déclenchait une vague de préoccupation, surtout à cette époque, Oui. sur la vie privée. À ce moment-là, on est en 2013. La vie privée que nous, on connaît aujourd'hui avec les méta qu'on voit partout, les mecs qui nous prennent en vidéo absolument tout le temps, que ce soit peu importe créateur de contenu ou pas. Aujourd'hui, c'est omniprésent. Notre vie est basculée d'une certaine manière sur les réseaux. En 2013, avoir un mec qui te filme avec ses lunettes, c'est non. C'est C'est une juste Et non. je vais te dire, il y a vraiment eu des histoires de ouf que je me souviens avoir couvert de quelqu'un qui s'était pris une amende au volant parce que en fait les keufs étaient persuadés qu'elle avait, tu sais, elle regardait potentiellement l'écran qui était dessus. Elle disait non, Ah tu vois, ouais. qu'elle les portait juste histoire de les porter, mais qu'elle l'utilisait pas. Bah les keufs, ils l'ont quand même verbalisé. Putain, c'est fou, comment tu prouves ça après Ouais. Dans des bars, interdit de rentrer avec les Google Glass, comme tu parlais justement de ça. Parce Les que- cinémas aussi. voilà. Et pourtant, on était déjà à l'ère du smartphone où on pouvait filmer, mais je pense qu'à l'époque, les gens se disaient un smartphone, c'est identifiable, entre guillemets, même si tu le caches et tout ça, ça peut être identifiable. Je pense que les gens se sont sentis désarçonnés en disant, mais ça,
À quel moment on sait Même que ça... problème qu'on a avec les Ray-Ban enregistre. Meta maintenant. Hein. Bah, ils ont mis des LED ils ont et mis tout une ça. LED, mais Mais t'as toujours des petits malins qui vont trouver un moyen de la désactiver. je pense qu'on est, machin. on est dans une ère de l'acceptation du truc. C'est-à-dire que là, maintenant, tu l'arrêteras plus. Là. Les Meta Ray-Ban, tu n'auras pas le même... Non. Les Google Glass a fait le taf. Et même, on vit avec aujourd'hui. Anecdote, j'étais allé, donc maintenant il y a quelques années, mais pour la sortie d'Avengers Infinity War, j'étais invité par Disney pour assister à l'avant-première mondiale et j'étais venu avec mes spectacles. Mais parce que je mettais mes spectacles en lunettes solaires, bien tu sûr, vois. ouais. Elles avaient même plus de batterie par moment parce que en fait je m'en foutais. Je suis arrivé dans la salle, je m'installe tranquille, je discute avec les équipes de Ils Disney. ont dit, oh, le je bâtard, vais il va m'installer. leak. Et oui, C'est vraiment dit ça? véridique, il y a un mec de la sécu qui est venu me chercher. Ouais. On est allé derrière dans les bureaux. Je discutais avec le VP Disney France qui m'a Wow. dit bon, déjà, t'enlèves tes lunettes, c'est sûr. On va les garder scellées ici. Maintenant, s'il y a la moindre info qui fuite de cette salle, c'est pour ta gueule. Ça remonte aux États-Unis. Et tu sais, moi, j'étais là en mode. Tu t'es mangé une soupape du VP Disney France? Mais Mickey, il est gentil. Mais attends, elle marche pas, ok. Il y a pas de batterie, allume-les. Il m'a mis une soupape, mon gars, j'étais pas bien. J'ai regardé le film en tu mode, m'étonnes. mais s'il y a un connard qui sort son téléphone, je le démarre C'est instantanément. clair. Ouais, Et surtout, en vrai, il a pas vu la qualité des trucs parce que je suis pas certain que Et t'aurais puis- pu leak non, mais quoi en que ce plus, soit. Oh, en en vrai, plus, c'était pas mal. Hein. Ah ouais? Ouais, alors après, en plus, je crois que t'étais ultra limité en durée pour filmer, il me semble. C'était 1 minute. Une minute, tu vois. Oh, la gueule du leak. Tu Après, regardes le tu film peux, par tu peux 12. appuyer plusieurs fois, mais bon, enfin bref, Oui. j'ai pas lu à ce moment-là. Mais comme quoi, aujourd'hui, on l'accepte quand même beaucoup plus, Oui, on oui, vit quand même beaucoup plus avec ça. Mais c'est vrai qu'à cette époque, bon, les Google Glass, en plus du prix, en plus du fait que c'était compliqué avec la vie privée, que les performances étaient quand même pas tip-top, et surtout, c'était des lunettes qui, esthétiquement, faisaient Et pas qui- mal nerd. Et qui faisait absolument. Bah, tu vois, on parle d'Apple Intelligence. Bah là, t'avais quand même un précédent, les Google Glass. Les promesses du trailer n'ont jamais quasiment été tenues. Hein. C'est clair. Complètement. Donc voilà, même 10 ans plus tard, bon, on a Apple et Meta qui reprennent exactement la même idée. Le monde était seulement pas prêt. Et ce à qui voir est ça. et l'ironie de l'histoire, c'est qu'au final, ils ont tellement été vaccinés, je pense, par ce truc-là, qu'au final, aujourd'hui, celui qui lance l'ère des lunettes, dans l'histoire des lunettes qui ont fonctionné, bah, ça sera Meta le premier, entre guillemets. Et ça sera pas Google, tu vois. Mais Tu sais, ils y vont par petits bouts. il faudrait qu'ils relancent les Google Glass. Non, mais ils lancent là, il y a un nouveau Oui, produit là. mais avec Android XR. je voudrais que le produit s'appelle Google Glass. Pour casser la Ah, malédiction. ouais, mais je pense que justement pour eux, ils se disent ça va. S'ils le font, il faut vraiment que ce soit une C'est le révolution chat noir. et que ça Ah oui. change vraiment Non, non, les... c'est exactement. le Parce que chat là, noir. ils y vont petit à petit, tu vois, Ouais, ils les te Ray-Ban diront- Meta, t'as pas d'écran et tout, t'as juste une caméra, t'appuies, ça Ils vont enregistre, te c'est dire tout. Android XR, c'est très bien. Ça Ouais. va, ça nous rappellera pas de mauvais souvenirs. Je vous ai parlé du cadavre sur lequel l'iPhone il danse. Aïe, 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 aïe. Oula. Pourquoi tu lances comme ça Waouh. une intro là? Ah bah c'est exactement La ça. phrase est banger. Vous vous rappelez du Apple Newton? Non. Moi, je me rappelle de Non. Mike Markula qui faisait des dingueries. Moi, Il a moi été j'avais dégagé lu par Steve la bio Jobs. de Steve Jobs, enfin la bio non officielle de Steve Jobs, donc je vois de quoi tu parles. Tu Laquelle? vois de quoi je parle? Celle de Walter Isaacson? Ouais. Bah, elle est officielle. Non, parce qu'il y a la moitié de la famille des gens de chez Apple qui sont pas d'accord avec ce qu'il est écrit, donc. Bah, Ça vous et- emmerde ce que je raconte sur le Newton? Alors, un petit peu. Mais il a fait une interview directement avec Steve Jobs, donc officiel. Écoute, Il discutait avec lui. moi ça, voilà. ça m'a plu. Anyway. Le Newton, donc, c'était un PDA. Un pager. Non, c'est un peu plus qu'un pager, Ouais, mais ça- déjà le terme PDA, il rend un peu fou, je Ouais, trouve. c'est ça. C'était pas c'est un ça. smartphone, c'était pas un pager, c'était pas une tablette, c'était pas machin, c'était un PDA. Ouais. Je sais plus ce que ça veut dire. Un grand Bah, fax. une grosse dédicace à Palm à l'époque aussi. Il y a Palm, bien sûr, mais Palm, en vrai, Palm, tu t'en souviens PDA. déjà, tu t'en souviens. Mais Le- c'était le- des PDA. Mais c'était en vrai, alors je sais plus ce que ça veut dire, c'est Personal Device Assistant ou un truc comme ça. C'était juste un ordinateur de poche, jugé comme visionnaire, évidemment, parce qu'on est Apple. Il faut que ce soit vraiment une extension de vous-même. C'est-à-dire que ça fait de la reconnaissance d'écriture en manuscrite. C'est un peu rigolo de dire ça, alors que j'ai une remarquable Vraiment, c'est fou. C'est incroyable. posée sur moi. Des fonctionnalités de smartphone avant l'heure, un prix toujours Apple, puisque je rappelle, à l'époque, ce produit il a été commercialisé entre 93 et 98. C'était vendu entre 699 et 1000 $. On rappelle que Steve Jobs n'était pas là et que Johnny Ive n'était pas là. On se rappelle aussi qu'avec l'indexation de la monnaie actuelle, il faut compter à peu près 1,5 fois le prix, donc globalement entre 1003 et 1007, 1008 euros. Tellement Ce qui le
le place sur les iPhones d'aujourd'hui, hein, cela Oui, dit. oui, C'est oui, vraiment oui. les En tarifs fait, d'aujourd'hui. il marque les prémices un peu du téléphone intelligent. Hein. Mais c'était un prix élevé à l'époque, c'est-à-dire que c'était quand même c'était genre, fallait être Wall Street, tu vois, Ouais, pour mais s'acheter un PDA. je Fallait suis- peser un peu dans le game. Je suis d'accord, mais je me souviens que en même temps, c'était peut-être pas si choquant. Je dis ça parce que dans mes souvenirs, l'informatique était chère. Tu vois, moi, je me souviens des ordinateurs à l'époque. Tu voulais acheter un Apple II ou un truc comme ça, c'était des sommes. C'était déjà Ah non, cher. mais pas c'était donné à très tout le cher. monde. oui, oui. Anecdote, à l'époque, Apple faisait aussi ses serveurs. Que maintenant on ne voit plus, Oui. puisque Apple ne fait plus Plus de de serveurs. serveurs. Mais à l'époque, Apple, c'était vraiment dans le segment de l'informatique d'entreprise. Chose qui a complètement changé après. C'est vrai. Mais À ce moment-là, ils faisaient aussi des appareils photo, genre les QuickTake 100, 200, ils faisaient des imprimantes. c'était ils pas très faisaient- rationnel la gamme, je suis assez d'accord. C'était éclaté. Je dirais pas jusqu'à éclater, t'avais quand même des trucs Si, qui moi j'aime reviennent bien un quand petit peu Quentin il aujourd'hui. dit que c'est éclaté sur Apple. Je prends, moi. Moi, je Quoi qu'il- savoure. Apple, ils ont jamais dit combien ça coûtait à produire. Ok, ils ont juste constaté que le produit a été globalement boudé par le marché, C'est bizarre. par les consommateurs potentiels. C'est des mots propres pour dire que ça a été globalement de la merde, hein, que c'était un flop. Mais selon les mots d'Apple, Ouais. c'était ça. Quelques années plus tard, Steve Jobs introduit l'iPhone en disant qu'on ne va pas faire de stylet. Tu m'étonnes, ils ont bien fait parce que déjà la reconnaissance manuscrite ça fonctionnait pas. Non, mais C'était globalement de la merde. T'as des exemples où les mecs ils écrivent des trucs ou que ça te traduit, ça te met même pas des trucs, ça te met des caractères, tu sais, du cyrillique. Tu sais, l'alphabet russe et tout ça, ça te met ça. Tiens, genre. mais Marc, il va te faire foutre ton cyrillique. Je te jure. Non, mais en vrai, souvent, les marques, elles disent souvent un truc. Ils disent, non, le consommateur n'a pas compris. Mais si le consommateur il a pas compris, c'est que t'as mal fait ton taf. Il y a une très bonne, un exemple qui revient régulièrement d'une interview justement de Steve Jobs qui répond à un mec qui lui dit ouais, genre vous êtes en retard sur les techno-études. Il dit bah ouais, mais les technos on s'en fout, il faut que les technos C'est comme elles l'antenne- accompagnent l'innovation et qu'elles accompagnent le besoin du produit de base. Tu mets pas la techno et après tu réfléchis aux besoins. C'est comme C'est à peu l'antenne- près ça qu'il dit. Je dis l'antenne peut-être. Gate. Vous savez pas tenir vos téléphones. Oh, putain. Quel enfer. Je te jure. Donc, la reconnaissance manuscrite qui puait sa grand-mère, puisque encore une fois, ça ne fonctionnait pas. Le format encombrant, puisque je rappelle, hein, on n'était pas sur les smartphones où aujourd'hui, ça fait des trucs qui font la taille des prises USB-C. Hein. Déjà, les prises USB-C, ça n'existait pas. Oui. Tu le branchais une prise secteur. Déjà. Le truc, il faisait la taille d'un livre de poche. Tu sais, t'avais un petit hachette dans la poche. C'était hyper épais. C'était un écran e-ink, je crois. Non, aussi. c'était pas un écran e-ink. Je sais même pas si ça existait, les écrans e-ink, mais C'était un c'était du écran tactile Chrome, non résistif. Ouais, C'était l'écran de ta Ah. Nintendo DS, tu vois, où il fallait appuyer Ouais. et ça courbait un peu le truc. T'avais un fond qui était marqué. Parce que Windows, ils ont fait un peu des PDA qui ont un peu mieux fonctionné, mais l'avantage, c'est que l'écosystème était quand même un peu plus complet. C'est sorti un peu plus tard. C'était globalement de la merde aussi. Hein. C'était Oui. du Windows CE que j'appelle Windows Caca ouais, Edition, Windows Mobile CE, ouais. qui était abominable. Mais quoi qu'il en soit, c'était quand même un peu mieux produit. Le besoin, clairement pas identifié, c'est-à-dire que globalement, ils se sont dit que c'était pour de la prise de notes, tu pouvais faire des mails aussi, ce genre de truc-là, mais en vrai, tu as envie de faire ça, tu vas sur ton ordinateur. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu vas sur ton PDA? Je rappelle encore une fois, hein, le Wi-Fi, c'était pas quelque chose d'acquis à l'époque. Non, mais hein. surtout que le problème pour beaucoup de monde, je pense, c'est que en fait, on n'avait pas la culture de taper sur des si petits écrans. Du coup, les gens devaient trouver ça vraiment très inconfortable. J'imagine, et puis c'était pas, tu tapais à deux doigts comme maintenant et tout, tu avais ton petit stylet, tu faisais pouc, pouc. Voilà, c'est ça. Et ça devait pas être super réactif. Je pense que c'est ça vraiment qui a vraiment été la difficulté. Après, ce qui est pas mal, dans ce c'est type de que produit. t'as un écran quand même pour voir tes contacts. À l'époque, t'avais pas. C'est Ça vrai. n'existait pas. T'avais Mais- ton petit calepin. Bon, par contre, t'as une tonne d'applications et c'est en tout petit. Ah ouais, et Tout petit, et petit. si vous voulez de la couleur, vous irez vous faire foutre. Ouais, c'est globalement, t'as du noir sur un C'est écran monochrome, vert. quoi. Et faut... Ouais, C'est- c'est les écrans de l'époque, quoi. C'est ça. C'était pas spécialement. Après, c'était dans la bonne mouvance de ce qu'on trouvait dans les écrans portables de l'époque, encore une Ouais. fois. Et du tactile. Parce que, quand même, saluer l'exploit de mettre du tactile en 93, c'était plutôt pas mal pour la version améliorée. Ça a été fini en 98. Ils ont arrêté la commercialisation. Ils l'ont jugé trop en avance pour son temps, Oui, temps, ça pardon. aussi, c'est une excuse. Ça. Mais en vrai, ça a quand même inspiré les innovations qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut retrouver dans l'iPhone et l'iPad. Malgré tout, bon, les PDA, est-ce que c'est Apple qui l'a inventé? Moi, je suis pas forcément d'accord. Il y avait déjà des choses qui existaient Oui, oui. Mais d'autres sociétés. Mais c'est intéressant ce que tu dis, hein, parce qu'on parle beaucoup des flops aujourd'hui, et là on en rigole, on raconte des histoires un peu farfelues et tout, mais il y a quand même des flops qui ont fait avancer des technologies. Il y a des flops qui ont été les produits de demain qui sont arrivés pile au moment où la technologie a été mature. Tu vois, à l'époque, ce genre de choses, c'est ce que pareil. Je pense que si tu prends un Newton aujourd'hui et que tu essayais même de le piloter, ça devait laguer sévère, tu vois. Et je pense que même si tu es un mec de 2025 ou que tu es un mec de 1993, si ça lag, ça lag. Si ça lag pour l'époque, parce Tu qu'à l'époque, t'arraches je la rappelle tête. que nous, on a connu les trucs où les images, elles se rechargeaient petit à petit, tu vois. Oui, Moi, oui. j'ai connu Internet à ce moment-là, toi aussi, j'imagine. Oui, Là, aujourd'hui,
si ton TikTok il charge pas dans la milliseconde où tu arrives dessus, c'est qu'il y a un problème quelque Je part. suis d'accord, mais par exemple, tout dépend toujours de la finalité du truc. Si ça lag, mais pour un truc que t'attends... Moi, je me souviens, des fois, ça laguait pour un jeu que je voulais qu'il se charge. Bien mais sûr. C'était un jeu que j'attendais. Si ça lag pour faire un truc, par exemple, pour afficher tes contacts, comme le disait Quentin, alors que le mec qui prend son calepin, même si c'était un calepin, et qui ouvre la page, et qu'en deux secondes, il faisait le truc qui fait 45 secondes à... Et si ça te s'afficher. simplifie pas la tâche, C'est ça. Ton calepin, il coûte $3. Là, t'as un beau presse-papier à 1700 boulasses, ça. hein, je rappelle. Je Donc pense ça fait que- quand même un peu cher le répertoire. Si le service rendu, il vaut le coup, t'es prêt à un petit peu accepter le lag. Si vraiment, là, pour le coup, tu fais la même chose, plus rapide, tu vois, c'est un peu, des fois, même pour certains, quand on parle des lumières connectées, il y en a qui te disent, bah, moi, je vais plus vite à éteindre avec mon interrupteur. Si c'est ce ressenti-là qu'il a, bah, en fait, au final, il arrivera jamais à adhérer au C'est concept. clair. Après, moi, je suis dans mon lit Non, et je mais demande à c'est Siri ça. de tout éteindre, et puis C'est je ça. me lève pas. Non, Après, mais tu ça, fais ce que tu veux. c'est- Voilà. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup Mais de produits l'expérience, ça, qui- c'est important. Voilà, c'est ça. C'est l'expérience est cruciale. Parfois, tu peux avoir la qualité d'un produit, mais l'expérience qui est pas là, vice versa. Et si t'as pas les deux, ça en fait pas un bon produit. On l'a vu avec Google, le mauvais timing. Derrière, aujourd'hui, on a Meta, on a le Vision Pro, on a les Meta C'est ça. Quest. Il y a vraiment une question de timing. Et plus on avance dans l'épisode, plus vous le ressentez. Évidemment, je pense qu'on fera un épisode 2 parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais c'est vrai que c'est un peu la finalité de tout ça, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense que tu peux avoir l'idée la plus lumineuse du monde si la technologie elle peut pas te permettre d'accompagner ta vision dans une expérience qui est fluide et incroyable pour l'utilisateur. Et facile à Bah, en fait, comprendre. c'est ça, et facile à comprendre et répondre surtout à un besoin. Mais c'est ça qui est un peu ouf dans tout ce qu'on s'est dit dans l'épisode, c'est qu'au final, il y a des produits qui sortent alors qu'il n'y a même pas la réponse à la première question évidente. Je fais un produit, il répond à quoi? C'est ça. Il y a une autre théorie, c'est parfois une bulle spéculative. On peut parler des NFT rapidement. Et on est pile dedans. On est pile dedans. En 2021, les NFT explosent. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un NFT, c'est un non-fungible token. C'était vraiment pendant la bulle du Bitcoin, la bulle de la blockchain, où tous ces trucs-là explosent complètement et vient les NFT, une valeur médiatique et financière basée sur des ventes records pour des œuvres numériques qui ont fait une levée spectaculaire, qui ont vendu des tonnes. Le sommet, ça a été la vente de Everydays, les premiers 5000 jours de Beeple pour 69,3 millions de dollars. Ah ouais. Ça, c'est un NFT, une œuvre numérique. Aujourd'hui, quand on en parle, Mec, aujourd'hui, je pense qu'il vaut 30 euros et un cheeseburger, je pense, à mon Et avis. encore, je crois que personne n'en veut, même pour 30 euros. Aujourd'hui, à l'époque en tout cas, le moindre tweet, la moindre vidéo, la moindre photo pouvait être transformée en œuvre d'art. Ce truc-là était cool parce que ça pouvait remettre au centre de la pièce des personnes qui avaient pas forcément l'expérience, qui avaient pas forcément la crédibilité et pouvaient vendre un truc qui pouvait être spéculatif. C'est le pari en tout cas des NFT à ce moment-là qui permettent d'acheter finalement un certificat prouvant la C'est ça. propriété d'un actif numérique. Et en 2021, la folie s'empare de tout le monde, quoi. C'est Tout ça, le monde c'est en que- veut un. À l'époque, on essaie de te faire comprendre ce truc-là en disant c'est une œuvre numérique. Donc, nous, par définition, une œuvre numérique, c'est une œuvre qui est duplicable à l'envi. Je prends une image, par exemple. Une image, il suffit de faire un copier-coller. L'image est reproduite. Sauf que là, le NFT vient apposer un sceau pour dire que, genre, l'œuvre authentique numérique, c'est la tienne. Sa propriété lunaire, est la quand même. tienne. Et c'est surtout que c'est alimenté par C'est la ça. blockchain. Et que l'intérêt justement de la blockchain, c'est que cette information-là, elle est répliquée dans les différents nœuds de la chaîne, de la blockchain. Mmh. Et que du coup, en théorie, elle est infalsifiable. C'est-à-dire que sur le modèle transactionnel, tu es obligé de modifier tous les nœuds de la chaîne pour la compromettre, ce qui est théoriquement impossible. Mais attention, on parle de NFT qu'on va un peu fustiger là quand on en parle, mais attention, la blockchain, c'est une vraie techno. C'est une vraie techno. Le qui- Web3, qui c'est une sert- vraie C'est techno. juste qu'elle a été détournée pour ce truc-là et pour essayer de le rendre le truc justement Marketable. marketable et spéculatif. Et même aujourd'hui, il y a des NFT qui existent. Il y a des grandes marques, genre Louis Vuitton, Hermès, des choses comme ça, qui Bien sûr. proposent des NFT pour
finalement avoir une autre couche d'authentification sur un produit. Alors oui, il y a des cas Et d'usage ça, réels. c'est hyper intéressant. Même dans le suivi de la matière première, etc., ils le font Exactement. passer par des NFT. Anecdote là-dessus, j'étais un jour dans un espèce de meeting où il y avait des experts de la sécurité et on discutait justement des NFT et de la blockchain en général. Et je leur ai dit, les gars, les technologies qui reposent sur la blockchain et les NFT, c'est des technos qui sont hyper anciennes. C'est du peer-to-peer. Hein. C'est ce qu'on utilise littéralement pour télécharger les torrents, c'est plus ou moins pareil. J'abuse un petit peu parce que derrière, tu as quand même des différents modèles d'échange qui font que justement, ça pose ce niveau de sécurité sur cette chaîne de confiance. Mais globalement, c'est voilà, pour comprendre le truc, c'est ça. Je dis, pourquoi est-ce que vous pensez qu'avec ces technos-là, aujourd'hui, ça cartonnerait plus qu'avant? Et en fait, le problème, c'est que déjà à l'époque sur les NFT, où on était en plein dans la hype, hein, parce que tu te rappelles, tu avais plein de célébrités qui en ont acheté, qui ont voulu Les faire leur fameux propre singes, truc. là, Les singes, Ouais. les apes, je sais pas quoi. Avec les... Neymar et tout ça. Hein, je me C'est souviens ça. des noms comme Justement, ça pour qui spéculer, circulaient. pour investir, ils se sont dit, ouais, ça va être incroyable, ça va cartonner et tout. Ça a pué sa grand-mère, spoiler. Hein. Je leur ai dit, pourquoi est-ce que vous pensez que ce sera différent avec ce genre de truc-là? Vous n'arrivez même pas à expliquer ce que c'est. Et c'est Vous ça, n'arrivez et pas à c'est ça, expliquer à moi, l'utilisateur lambda quel est le bénéfice. je me souviens, les quelques créateurs de contenu que j'écoutais qui essaient de parler de ça, franchement, c'était là, tu sentais que ils passaient presque plus de temps dans la vidéo à expliquer ce que c'est. À essayer de que te de- convaincre, que d'essayer de te même que convaincre. c'était une révolution. Et j'étais en mode, mais non, vraiment pas. La techno, elle est intéressante, le cas d'usage, il est intéressant. Sauf qu'ils essaient de t'attirer dans la secte parce que le plus de monde est dans la blockchain, plus ton produit, il a de la valeur. C'est Ah oui, comme bien ça sûr. que la spéculation, Ouais, elle fonctionne. ouais. Et avec les NFT, je suis désolé, ce genre de truc d'échange de juste de singes, etc., ça n'allait pas fonctionner. Je comprenais pas déjà à l'époque comment on pouvait se dire que ça allait fonctionner. Et après, je vais te dire, tu peux ajouter à ça les gros forceurs comme Ubisoft dans le jeu vidéo. Qui ont mis où des là, NFT ils dans ont mis les jeux. des NFT partout, qui ont martelé qu'il y aurait du NFT. Toutes les marques, tous les éditeurs de jeux vidéo ont dit qu'il y allait avoir du NFT dans tous les sens. Et tu as senti le côté, on va vous forcer à acheter des choses. Oui. Tu vois, c'était vraiment, on passait du jeu De la genre loot box. pay to win Oui. ou du jeu freemium en disant on te le met gratuit. Et dans leur tête, c'était T'as genre. des on espère skins que un peu tu- sympas que voilà. tu peux acheter. Et on machin. espère que tu veux bien mettre une petite piécette dans notre jeu pour soit progresser, soit comme tu le dis, acheter un skin et tout. Là, en disant vraiment, c'est le truc, c'est genre, si vous l'achetez pas, c'était vraiment presque entretenir un peu le FOMO. Genre, tu n'achètes pas ce NFT là, genre, t'es Tu as hors manqué jeu, un quoi. truc, ouais. T'es hors jeu, t'es vraiment un PNJ, quoi. J'ai une anecdote là-dessus. J'avais vu un un café, pardon, pour être spécifique, aux États-Unis, qui ne prenait que les NFT, qui a fini par ne plus prendre les NFT. Voilà. L'info me fait rire. Mais je vais te dire, hein, En moyen de paiement, je voulais dire, tu payais avec des NFT, machin, Comme et en tu fait, pouvais ils ont dit payer non, avec du Bitcoin à l'époque. Exactement. Mais Ils ont ça, dit- ce qui est toujours faisable, hein, cela dit, toutes les Bien crypto-monnaies, sûr. tu peux utiliser. Ouais. Les NFT, ça fonctionne toujours. Les différents réseaux qui supportent les NFT existent. mais je Ils ont arrêté parce que ça valait pas le coup, il n'y avait pas assez de clients. Mais je trouve que c'est un truc qui a été tellement forcé. Moi, je l'ai vécu vraiment dans tout ce que j'entendais. C'était tellement utilisé de manière forcée Oui. que tu as eu une espèce de répulsion auprès des gens. Les gens, ils entendaient NFT, ils avaient envie de te mettre une patate. Vraiment. Alors, c'était déjà, il y a eu ça. Et puis, surtout, en fait, c'était pas tangible, quoi. C'était un truc, même moi, tu vois, qui suis sensible à l'art, au design, au machin, c'était juste un truc pour spéculer. C'était flemmard. C'est tout. Y a Et rien. d'ailleurs, la chute, elle était aussi rapide que l'ascension. Même pour vous dire aujourd'hui, 95% des NFT ne valent plus rien. Ah non, Mhm. mais bien sûr. Absolument aucune valeur. Bien Alors, il y en a qui se sont fait des couilles en or hein, Ah pendant oui, cette oui, période. Mais il fallait être là sur C'est le la moment. bulle Il faut faire spéculative. C'est en ça. fait, c'est le one shot qui fait qu'il y en a, Exactement. ils se sont rincés dessus. Mais encore une fois, hein, tu voyais déjà les gens de façon bégayer au moment où tu prenais l'exemple de l'œuvre numérique en disant j'ai une image, j'ai un NFT dessus, c'est la mienne, c'est ma propriété. Mais quand tu avais même un mec qui n'y connaît rien en technologie qui disait ouais, mais moi je fais un copier-coller. Le nombre de mèmes que j'ai t'avais l'image. là-dessus. Le nombre de mèmes où les mecs ils mettaient Tu vois les NFT des gars en photo ça. de profil. Et du coup, les mecs disaient ouais, mais je prends, je duplique. Et quand tu vois que le mec en face de toi qui est censé te vendre le NFT commence à trembler du menton et qu'il essaie de t'expliquer pourquoi Non, mais c'est t'as pas le droit, c'est quand unique. même ma propriété. Ouais, ou comme quoi, genre, ouais, tu peux le dupliquer, mais c'est moi qui ai le saut original du truc. Mais qui, ok, je m'en fous, moi, je l'ai dupliqué, le truc, ça me va, tu vois. Ça a inventé un truc, le certificat de propriété numérique, c'est un truc qui est très cool. Et on en parlait dans les actualités de la semaine où justement, pour des applications comme Sora, avoir une propriété, un certificat disant que éventuellement ça, c'est une vidéo faite par IA, bon bah ça peut être un cas d'usage. Mais c'est vrai que pour ce truc-là, qui était une bulle spéculative basée sur de la merde, hein, clairement, Et
Et on peut faire juste un tout petit crochet. Le métavers, c'est pareil. Quand il y a eu, et je parle pas forcément même de c'est quoi, Horizon j'avais Worlds. oublié, pardon, hein, je suis à côté de toi, j'aurais pas dû, mais le métavers, j'avais oublié, mais c'était la même merde. Mais c'est Un ça. truc Et moi, reposé sur la blockchain, un truc virtuel. Mais t'avais toute l'alimentation derrière, t'avais tout le modèle où t'avais vraiment la vie parallèle alimentée sur la blockchain, t'avais des monnaies internes. L'achat d'appartements, tu mets tes NFT encadrés dessus. Avec Mark Zuckerberg, graphisme à Beau Hôtel, c'est pareil. À quel moment ils ont dit que ça fonctionnait? Je vais même te dire, presque Horizon Worlds, le truc de Mark Zuckerberg, c'était presque le moins pire. Il y avait des Decentraland, des trucs avec des graphismes abominables. J'ai vu des marques une boutique de magasin genre Leclerc ouvrir sa boutique dans le métavers. Pourquoi? Enfin, je veux dire, c'était laid en plus. On parle même pas du truc de méta, hein, qui était même à 100 000 fois mieux. Hein. Je te parle de graphisme 16 bits. Hein. Truc laid, spéculatif au possible. Et en fait, tout ça, c'était alimenté par des coups d'éclat, par des trucs qui étaient un peu alimentés en style « Ah, Snoop Dogg a acheté sa maison dans le métavers. » Du coup, tu as des gens qui sont tous voulu être le voisin de Snoop Dogg, qui ont acheté, qui se sont ruinés. Et tout ça, ça a alimenté une bulle. Exactement. Et ça a flopé de zinzin. Et en vrai, ça me tue parce que toi, pour rigoler, quand tu joues à du GTA RP et tout, tes parents, ils viennent t'engueuler en mode « Mais c'est quoi ton jeu de con, on va prendre l'air et tout. » Et là, tu as vraiment des mecs en costard-cravate de 50 balais qui t'expliquent que le métavers, c'est une révolution parce que tu comprends, c'est un truc alternatif où tu as un autre modèle économique, où tu retrouves les mêmes marques, mais c'est pas vraiment les mêmes marques, où toi-même, tu peux avoir ta méta-identité, machin, avec une autre, c'est s'alimenter sur les crypto-monnaies, mais en fait, les crypto-monnaies, tu peux les récupérer dans la vraie vie. Faut aller se faire foutre. À un moment donné, je suis pour la technologie, hein, mais je suis pour la technologie qui répond à des trucs précis. C'est du divertissement, très bien, si c'est machin, mais les concepts des marketeurs qui essaient de nous vendre ce genre de trucs-là en disant, mais c'est révolutionnaire, les gars, si vous passez plus de 3 semaines à l'expliquer et que personne n'a rien compris, à un moment donné, allez arrêter d'essayer de nous foutre des espèces de termes blockchain, machin. Vous n'y comprenez rien, vous savez pas ce que c'est. Ça a été développé par un geek qui un jour a eu un problème et qui avait beaucoup trop de temps devant lui pour le résoudre, type Linus Torvald, etc. Littéralement le père de Linux et de Git. Laissez à César ce qui est à César. Si vous voulez le marketer, très bien, mais arrêtez d'essayer de vous faire des couilles en or sur la bulle spéculative. Vous allez finir dans notre top. Il y a une super machine que tu kifferais. Ouais. Ça s'appelle Juicero. C'est vrai? C'est combien? 400 balles? Je pense que je vais acheter. Je pense que ça répond à. Moi, j'ai vraiment envie de prendre des jus frais là tout de suite. Du coup, ça me donne envie d'être avec mon NFT. Mais attends, mais si je suis dehors, je fais comment? Dans le métavers, tu vois. Si je suis dehors pour faire mon jus, je fais comment? Je peux le faire à distance au moins? Avec tes mains. Tu prends le reste de l'orange et tu le mets à côté de ton verre d'eau pendant que tu bois. Comme ça, tu sens. Et si t'as que de l'eau avec toi, que t'es dans ta voiture, tu prends ton petit arbre magique, tu l'accroches sur ta gourde et tu bois. C'est épuisant. Et si vous êtes un marketeur ou un mec qui veut se lancer là-dessus et qui un jour entendait parler d'un concept un peu comme ça, si vous avez des doutes, vous prenez vos jambes à votre cou. Exactement. Eh ben écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bien évidemment, je pense que si ça vous plaît, on fera un épisode 2. Il y a énormément. On en avait Moi, j'adore. Hein. On en a préparé beaucoup et à chaque fois, ça nous emmène d'anecdote en anecdote en anecdote. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve un peu le même schéma, hein, une vision ambitieuse, un marché inexistant ou alors un produit bancal. Les mecs, des idées foireuses aussi. Des idées foireuses, hein, clairement. Il y a plein de choses. Donc bref, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a le plus marqué. Et si vous en avez, n'hésitez pas à enregistrer éventuellement un petit vocal de votre petite anecdote. On se ferait un plaisir de vous écouter. N'hésitez pas à mettre vos petites 5 étoiles. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. À très bientôt sur Bubble. Ciao, ciao. Ciao.